Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie. Bonjour Valérie. Bonjour Maréline. Bonjour les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler des traumas et du traumatisme. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux, s'il te plaît? Ok, alors je vais non seulement donner la différence entre les deux et expliquer quand même que s'il y a confusion entre les deux, du coup on commence mal dans la perception de ce qui se passe pour la personne ou pour nous-mêmes. Il y a une vraie différence. On peut avoir reçu des traumas et ne pas être traumatisé. Hein? C'est important de le dire. Alors commençons. Le trauma, qu'est-ce que c'est? Le trauma, c'est un événement, un accident qui vient de l'extérieur, qui, on dit, circonscrit dans le temps. Il y a un moment où ça arrive, qui fait une blessure psychique dans le cerveau avec plus ou moins de séquelles. Si je le ramène à la blessure physique, j'ai un impact sur mon genou, je reçois un coup, il se passe quelque chose au niveau physiologique et je vais boiter. Hein, donc, le trauma, c'est l'impact sur mon genou. Le traumatisme, c'est le fait que je boite. Tu vois, c'est la conséquence du trauma. Est-ce qu'on pourrait dire, pour reformuler autrement, que le trauma c'est aigu et que le traumatisme c'est chronique, comme on pourrait le dire d'une maladie? Exactement. Même si on sait, toi et moi, que le traumatisme n'est pas une maladie, mais une blessure, c'est important qu'on le signifie. Oui, bien sûr, le trauma, c'est aigu, c'est le choc. Le traumatisme, c'est ce qui s'ensuit. Donc, c'est le trauma chronique d'une certaine façon. Donc, on parlait, comme tu as dit tout à l'heure, de plusieurs traumas et d'un traumatisme qui s'ensuit. Très bien. Alors, on va évoquer en premier le trauma. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs types de traumas. Donc, il y en a 5. Donc, on va les énumérer un par un. Alors, le premier type, c'est le trauma simple. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, type 1, trauma simple, c'est accident, c'est encore plus que jamais circonscrit dans le temps. C'est un point d'impact, donc accident, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est souvent des accidents parce que c'est un choc en fait, ou l'annonce de quelque chose. Tu vois, ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est l'empilement de trauma. OK. Ça, c'est les guerres, les violences familiales, où il y a des empilements de traumas, des empilements de chocs. Un, un boulot difficile, du harcèlement, par exemple, tu vois. Le harcèlement, on peut le mettre dans le type 2. D'accord. Le type 3, c'est ce qu'on appelle les micro-traumas. Alors, il peut y avoir des gros dans le type 3 aussi, hein. C'est surtout des traumas qui commencent dès l'enfance. Alors, ça peut aller de la pauvreté, des violences intrafamiliales, mais aussi ça peut aller dans les micro-traumas, ce que tu disais, c'est-à-dire de la solitude, de la négligence, des insultes quotidiennes, euh, des coups quand même, hein, bon, euh, comment dire, qui vient comment dire, des humiliations, des rabaissements de la mauvaise gestion des émotions, tout ça là, ce sont des micro-traumas. C'est donc type 3, on a 4. dit, hein? Non, 3, 3. pardon. Oui. 3. Donc, ça peut être des attaques, en fait, hein, quand tu expliquais. C'est ça un peu, hein, c'est des attaques permanentes ou ce genre de choses. Ok, oui, c'est ça. Alors, le type 4, c'est le trauma en cours. Alors, comment on explique ça? Alors, comme ça dit, c'est-à-dire qu'en ce moment même, quand on est dans le type 4, on vit des traumas. Soit parce qu'on est dans un boulot où il y a des problèmes, comment tu dis, de harcèlement moral ou des choses comme ça, où on est en train de le vivre, le type 4. D'accord. La Et le, pauvreté aussi, c'est un type 4. ouais. Et le type 5, c'est le transgénérationnel.
Oui, alors c'est les traumas qui vont se retrouver du traumatisme transgénérationnel. Voilà. Tu peux nous donner un exemple? Ben, par exemple, si ma grand-mère s'est fait mordre par un chien, elle va donc donner de façon consciente à sa fille la peur des chiens. La fille mettra au monde quelqu'un à qui on n'a pas forcément donné l'info réelle. Ta grand-mère s'est fait mordre par un chien, donc du coup, dans la famille, nous avons peur des chiens. On oubliera de lui donner l'info et elle aura peur des chiens sans savoir pourquoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après un trauma? Alors, après un trauma, selon qu'il soit bien tutoré ou pas, on peut aller de la résilience absolue, comme on appelle, c'est-à-dire où la personne fait du trauma de la créativité, comment dire, une espèce tu vois, d'évolution, de la résilience absolue, jusqu'au syndrome post-traumatique, qui là est une boucle rétroactive de trauma où le trauma est passé dans l'intemporel, donc il peut se réactiver à tout moment. Voilà. Et entre les deux, évidemment, il y a des degrés. On peut être résilient dans un domaine et pas résilient dans un autre. On peut être traumatisé dans un domaine et pas dans un autre. Donc, tu vois, on a d'un côté la résilience absolue, de l'autre côté le syndrome post-traumatique qui déclenche une impuissance, qu'on appelle une impuissance existentielle, où la personne ne peut plus vivre. Alors, est-ce que tu peux nous donner une explication de la résilience? La résilience. euh, Survivre et recommencer à vivre après un choc, après un impact, après un... C'est retrouver le revouloir vivre après un choc, un accident. D'accord. Alors, Valérie, du coup, tu dis le trauma, c'est définitif et non modifiable. Tu peux me dire pourquoi c'est non modifiable? Parce que donc le trauma, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un impact, c'est un événement. On ne peut pas modifier le passé. Il est arrivé. Ce qu'on peut modifier, c'est le traumatisme. D'accord? Par contre, le trauma, il a eu lieu. C'est un peu comme on dit le principe de réalité, tu vois. Ce que je dis, ce qui est dommageable, c'est de penser que la personne qui a eu un trauma va dire je suis traumatisé. Non, pas forcément. Par contre, tu as été impacté par un événement. C'est pas tout à fait pareil parce que il y a plein de traumas qui sont bien tutorés et qui arrivent à la résilience absolue. D'accord? Donc, ce n'est pas automatique d'être traumatisé. Par contre, la blessure, elle est réelle, en fait. D'accord. Alors, si tu veux bien, là, on va parler du traumatisme. Donc, réexplique-nous quand même le traumatisme, donc ce que c'est. Donc, le traumatisme, c'est donc euh, la conséquence du trauma au niveau ressenti, comportemental, perception du monde. Voilà. Ça vient parler du trauma dans sa chronicité. Donc, je répète, j'ai eu un impact au genou, je boite. Le traumatisme, c'est que je fais que je boite. OK? Maintenant, si je me refais mal à mon genou, je vais boiter un peu plus. Puis un jour, peut-être, je vais l'abîmer tellement, ce genou, que je boiterai tout le temps. Tu veux, c'est ça le traumatisme. C'est la conséquence du trauma et encore plus si c'est mal tutoré. Et qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Parce qu'on ne l'a pas évoqué, ça. Ok, alors ça me tient à cœur de l'expliquer correctement parce que on sait qu'un cerveau effrayé, c'est un cerveau qui perd beaucoup de notions d'analyse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un trauma. Un peu comme un match de boxe, hein. Je suis sur le ring, je reçois un coup de poing dans la figure. Mon thalamus
j'essaye de peut-être pas trop technique pour que ça reste quand même dans votre esprit, c'est que mon thalamus, c'est une gare de triage. C'est lui qui va décider où va l'information. Or, quand il perçoit un danger, physique ou psychique, il va se bloquer et au lieu d'aller dans ce qui devrait être, c'est-à-dire la zone préfrontale où on va percevoir, analyser, parler, mémoriser, analyser finement la situation, je vais aller dans le thalamus envoie vers l'amygdale, puis l'hippocampe, puis le cerveau reptilien, pour arriver à combattre, fuir ou se dissocier, être sidéré, faire le mort, quoi. Ça veut dire que, globalement, quand un parent ou un éducateur ou un professeur fait peur à un enfant, ou un adulte d'ailleurs, il bloque son thalamus, c'est-à-dire qu'il n'a aucune chance d'être compris, aucune chance d'être que ce soit mémorisé. Je répète que dans la zone préfrontale, il y a la mémorisation de l'événement. Ok. Il n'aura stocké que dans l'hippocampe que combattre, fuir ou être sidéré. Donc en fait, c'est contre-productif. On peut même pas avoir comment dire, le langage, puisque c'est aussi la zone du langage. Et donc, quand on dit à un enfant, par exemple, réponds-moi, bah, il ne peut pas répondre en vrai. Il est bloqué. Alors la peur, ça peut être un danger physique si le parent m'impressionne trop, mais ça peut être aussi un danger moral. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur que tu m'aimes pas. Et bon, et plus on est psy, plus les peurs sont grandes. Donc, sachons bien que quand on crie, je ne dis pas qu'on doit être parfait, peu importe ça. Et lorsqu'on crie, n'espérons pas être entendus. C'est tout ce que je dis. Tu vois? Alors, du coup, je suis en train de penser, c'est quoi les ressentis des traumatisés? Parce que là, avec ce que tu viens d'expliquer, ça, c'est ce qui se passe, mais du coup, les ressentis. Alors, ben, notre pauvre traumatisé, il ressent ce que tu en penses, mais il ressent de l'impuissance. Ça, il est face à un danger auquel il peut pas. Enfin, il n'a pas l'analyse de ce danger. Donc forcément, il se sent euh, impuissant, désespéré, quelquefois. Tu vois? Euh, Anxieux, comme si le danger, il était permanent en vrai. Tu vois? Puisqu'il perd la notion du temps. Et que dans le traumatisme, le danger, il est toujours imminent, il peut se réactiver à tout moment. Donc, en fait, il a toujours peur. Oui, c'est imminent, mais permanent surtout. On le compare à une sonnerie comment tu dis là, tu sais, d'incendie là, qu'il y a dans les maisons, Oui, une alarme. une alarme, voilà, qui sonnerait tout le temps comme ça. C'est ça un Ouais, traumatisé. permanent. Quelqu'un qui est hyper vigilant, euh, impuissant, anxieux, euh, comment dire, quelquefois, parce que dans l'amygdale, comme l'amygdale, c'est le siège des sensations désagréables, de désespoir, il est un peu désespéré. C'est ça un traumatisé. Et il n'a pas la mémoire, écoute bien, il n'a pas la mémoire de son trauma, puisque, je répète, la zone préfrontale, c'est la mémoire, le langage, la perception du monde, l'analyse des situations, la mémorisation des situations. Donc en fait, il n'aura même pas le rapport entre les deux. Donc l'alarme sonnera, mais il ne saura pas pourquoi. C'est quand même dramatique. Et puis dans les ressentis, là, ce qu'on n'a pas mis, alors pas forcément un ressenti, mais en tout cas une conséquence, c'est l'épuisement. C'est quand tu dis qu'on est en hypervigilance, on est enfin, dans tout ce phénomène-là, je veux dire, on peut qu'arriver à l'épuisement physique et mental d'ailleurs. Bien sûr, être hyper vigilant tout le temps, c'est être épuisé. Les traumatisés sont des gens fatigués. Ça fait partie des choses dans l'anamnèse qu'on voit. Sachant que moi, je pense que tout le monde est traumatisé, hein.
plus ou moins, hein, mais tout le monde est traumatisé. Et je serais pour qu'on appréhende la maladie psychique ou les troubles psychiques plutôt comme l'étude du traumatisme plutôt que de la psychologie psychanalytique. Alors, je crois qu'il y avait une histoire de balance, en fait, pour essayer de trouver un équilibre. Tu peux nous expliquer ça? C'est encore les conséquences comportementales du traumatisme, parce qu'il y a les conséquences physiologiques qu'on vient d'évoquer, puis il y a les conséquences comportementales, comme notre blessé du genou là qui boitait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie ordinaire, on a une balance, tu vois, comme ça, imaginons une balance à l'équilibre, avec d'un côté le plaisir en général, hein, et de l'autre côté le danger. Et normalement, notre amygdale, si elle est bien réglée, bon, ben, elle est capable. Un peu, c'est la sentinelle de la vidéo, là, des mécanismes de défense. Tout ça est bien équilibré. Si je reçois du plaisir, par exemple, si je mange une bonne tarte aux fraises et que c'est à mon goût, la balance penche du côté plaisir, je vais avoir envie d'y retourner à cette tarte aux fraises, d'en prendre un autre morceau ou de me demander où je l'ai acheté. Tu vois, je vais aller me poser une action pour aller vers le plaisir. OK? OK. Et puis hop, je vais revenir à l'équilibre. Lorsque je perçois un danger, toujours mon amygdale est bien calibré. Bon, ben, je perçois un danger, je sais pas, je suis dans le métro, je vois quelqu'un d'un peu louche, je me lève, je m'en vais. J'ai une action correctrice. Tout va bien. Dans les cas des traumatisés, la balance, elle est comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un poids résiduel là, de ce côté-là. Donc, ils cherchent un peu désespérément à remonter à la balance pour qu'elle revienne à l'ordinaire. Mais comme ils ont un poids résiduel, c'est pas du jeu. OK? Donc, il y a plusieurs façons de chercher à mettre des choses dans la balance. On peut le faire en disant je mets des plaisirs immédiats tout le temps dans la balance. Tu vois, donc j'essaye en faisant des plaisirs. Tout ça, c'est les gens qui font de l'addiction, tu sais. Ils mettent des plaisirs immédiats, ils essayent de remonter sur la balance et souvent ils n'y parviennent pas. Ça reste comme ça. Ou alors il faut augmenter les doses, tu vois, pour que ça remonte comme ça. Il faut Qu'est-ce aussi qu'il y a d'autre? Pardon, je te coupe, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comportement? Il n'y a pas que les addictions, non, qui font pencher cette balance comme ça? euh, 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 attends, je t'explique. C'est-à-dire que je peux aussi accepter que ma balance soit comme ça et être un insatisfait permanent. Tu vois? On en connaît plein de gens comme ça qui vont dire oui, bon, ben oui, mais bon, la vie, bon. Ou alors j'ai le dépressif pour qui la balance est comme ça. Tu vois, et lui, il aura plus goût à rien. On aura beau lui dire va à la plage, voilà, ben, ça fait jamais le poids. OK? Après, on a ceux qui essayent de mettre des comportements à risque dans la balance. C'est-à-dire, ils vont dire je préfère une peur maîtrisée qu'une peur que je maîtrise pas, où je me suis senti impuissant et tout ça. Donc, je vais avoir des comportements à risque. Et ça va un petit peu marcher de façon illusoire, mais à chaque fois, la balance va rester comme ça. Le pire, ce sont les dépressifs, effectivement, pour qui elle est vraiment comme ça. Et là, effectivement, peut-être la chimie est leur seul recours, même si ça ne peut pas vraiment marcher. Ou en tout cas, ça va faire comme ça. L'idée, c'est d'arrêter de travailler sur comment on peut contrebalancer le trauma, mais plutôt de travailler sur la lourdeur du trauma. On est d'accord là-dessus? Oui, aller chercher la cause. Exactement. Et tu sais, ça m'agace un petit peu la pensée positive et tout pour ça. Parce que quand on dit aux gens pensée positive et tout ce genre de trucs, ou même la loi d'attraction, tout ça, oui, on va culpabiliser finalement la personne traumatisée. Parce que c'est pas comme si elle voulait pas. C'est que juste ce poids résiduel fait qu'elle ne sait pas comment faire pour faire taire l'alarme.
Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc aussi. C'est-à-dire que pour mettre tes trucs là, pour faire taire le bruit de l'alarme là, il y a les agités aussi. Tu sais, ceux qui sont tout le temps en train de faire quelque chose, ou de travailler, ou de se faire du sport. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose parce que comme l'alarme hurle, notre poids résiduel là, comme l'alarme hurle, ils essayent de la faire taire. Là aussi, augmentation des doses. Parce que comme, écoutez bien ce que je dis là, comme l'amygdale est faite pour dire attention, danger, et que l'hippocampe a stocké la mémorisation de ce qu'il faut faire dans ce cas-là, combattre, fuir ou faire le mort. Du coup, plus j'essaye de la faire taire, plus elle hurle, puisque son boulot, c'est de me mettre en alerte. Donc, augmentation des doses. Ça, si, c'est pour les agités, les addicts au travail ou toutes ces choses-là. Tous Ça, les c'est ces hyper gens tous les hyper. qui se dispersent aussi, beaucoup. Plein de choses Ex- pour. L'idée, c'est de faire en sorte de ne pas entendre le bruit, quoi. Comme C'est si ça ça, n'existait pas. c'est ça. Alors, il y a aussi ceux, j'ai oublié aussi ceux-là, ils sont forts ceux-là aussi, qui se coupent de leurs émotions. C'est-à-dire, ils se disent, si je me coupe de mes émotions, j'entendrai plus l'alarme. Ok, pourquoi pas? Sauf que le cerveau ne sait pas faire dans la dentelle. C'est soit il coupe toutes les émotions, soit il coupe rien. Il coupe pas que la peur. C'est pas possible. Donc, c'est des gens qui, effectivement, qu'on va dire, ah bah toi alors, tu as une carapace émotionnelle. Ce sont des traumatisés. Tu vois que c'est quand même passionnant de se dire que si je prends les troubles psychologiques par le biais du traumatisme, je, je- 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 je vais à la cause, comme tu disais. Encore une fois, si dans notre balance, on ne peut que travailler sur quoi mettre pour faire le poids au trauma, ben, on s'épuise, quoi. Là aussi, il y a encore une espèce de notre balance à sensation et perception qui est l'amygdale, est toujours en sollicitation. Donc, si on veut résumer ça, l'idée, c'est pas d'augmenter le plaisir via les addictions, etc., mais bien de réduire le poids du trauma. Exactement. Alors, du coup, on a parlé un peu de la manière dont ils se comportent, les traumatisés, mais on sait qu'on peut reconnaître un traumatisé vraiment à son comportement dans la vie. Est-ce qu'on peut donner un peu des détails sur les actions ou sur la manière de penser? Le traumatisé, il peut bien cacher son jeu à la fois. On peut ne pas le détecter. C'est pour ça que c'est un parti pris, comme on dit, de penser traumatisme. Tu vois, parce que qu'est-ce que c'est un trouble psychologique? Selon moi, c'est un traumatisme. Bon, ben, il va exprimer de l'anxiété, on a dit, donc c'est quelqu'un qui va exprimer souvent des peurs ou de la dépréciation de soi. Tu vois, quelqu'un qui fait des mauvais choix, qui, tu sais, on appelle ça l'impuissance existentielle. C'est pas joli, hein. Et à la fois, c'est euh, comme si il savait plus, comme il n'a plus la zone préfrontale pour faire des analyses fines, il fait des choix fallacieux et il se trompe il reproduit aussi ses vieux scénarios. euh, c'est comme ça qu'on reconnaît un traumatisé, ou c'est quelqu'un qui reste aussi dans une situation de type 4. Pourquoi quelqu'un reste dans une situation de type 4, c'est-à-dire dans un trauma en cours? Parce que sa chimie du cerveau est complètement chaotique. Alors il ne sait plus où est le danger, en fait. Puis on peut le banaliser, le danger. Comment? On peut la banaliser, notre balance comme ça. Tu vois, on peut dire, bah voilà, je vis comme ça. OK? C'est des gens qui se mettent en échec aussi? Bien sûr. Un peu comme si provoquer finalement eux-mêmes le sabotage, la douleur, les rendait plus valeureux qu'en sortir, en fait. Parce qu'ils s'en sont sortis, tu vois. Si j'étais insultée régulièrement par mon père,
Donc, je change un peu, je dis toujours ma mère, là, faut que je dise mon père un peu de temps en temps quand même. Donc, si j'ai été régulièrement insultée par mon père ou humiliée, on sait aujourd'hui que ça se voit hein, à la caméra, enfin, aux investigations, aux examens complémentaires. On sait qu'aujourd'hui, on les voit, les traces, les blessures d'une insulte, des insultes régulières. Bref, lorsque j'ai été régulièrement insultée par mon père, alors que j'étais petite en plus, je le croyais. Donc, je me suis habituée à me déprécier, je me suis habituée à, mmh, à être prédiction autoréalisante, à être ce qu'il disait que j'étais. Ok. Au début, ça m'a impacté comme un match de boxe. Bam! Ok. Le deuxième, tu vois, mais j'ai fini par faire une dissociation presque somatique où il est préférable de se dire c'est vrai, je suis humiliable, plutôt que de dire je vais l'affronter. Sauf que quand on est grand, ça ne, cette façon de faire n'est plus la bonne. Aujourd'hui, il n'est plus là, mon père. Bon, on parlera de ça dans les tuteurs de résilience. Donc, on a un lien avec la mauvaise estime de soi et le traumatisme. Oui, puisqu'on s'est senti impuissant, qu'on a oublié pourquoi on s'était senti impuissant. Tu vois, c'est vraiment dans un trou noir quand même. Donc, et souvent, comme c'est maltraité par les accompagnants, c'est pour ça qu'on va faire la deuxième vidéo. D'ailleurs, ça me tient à cœur, ça aussi. Bah, du coup, le traumatisé, en plus, il se sent coupable de ne pas y parvenir. Il se sent coupable que sa balance ne revienne pas à l'équilibre. Il a honte. Ah, c'est double peine ou triple peine, quoi. Voilà, Et en cumule encore. Ça s'empile c'est ça, encore un peu plus, en gros. c'est ça, c'est ça. Bon. Et on a dit tout à l'heure un peu qu'on avait potentiellement des comportements à risque dans la balance, mais pourquoi on fait ça? Ça, c'est le plus fascinant de tout, hein. C'est-à-dire que je préférerais toujours une, une peur contrôlée que j'ai moi-même fabriquée. Ça peut être aller faire du sport à risque comme s'affubler d'un mari violent. Tu vois, c'est un comportement à risque. Ou rouler sans casque, je veux dire, voilà. L'idée, c'est que si j'ai l'illusion du contrôle, cette peur-là ne me rend pas impuissant puisque je crois la maîtriser, hein, voilà, c'est une illusion. Alors que celle qui m'a effrayée, type 1, type 3, enfin toutes, celle-là, je ne l'ai pas contrôlée. J'ai été totalement impuissant. Les comportements à risque, c'est ma peur à moi et pas celle qui hurle là. Ça veut dire que prendre le contrôle, de manière illusoire, hein, comme on disait, ça apaise. Oui, Ah, c'est pour ça qu'on fait ça alors. oui. On Oui, cherche parce que ça, quoi. celle-là, je la contrôle de peur, tu vois. Rien à foutre. Vas-y, viens, D'accord. viens. Mais en plus, si tu veux, c'est logique finalement. Puisqu'on est toujours dans notre cerveau reptilien, hein, on n'est pas dans l'analyse fine de la situation, je le répète, on est dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, je le répète, c'est combattre, fuir ou être sidéré, être dissocié, faire le mort, comme on dit, si on parlait du milieu animal. Il vaut mieux toujours combattre ou fuir puisque c'est une action. Forcément, elle n'est pas forcément correctrice. Et à la fois, c'est une action. Alors que la dissociation, n'est pas une action. Ouais, il vaut mieux agir que subir, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que si on revit des situations du trauma qu'on a vécu, ou des traumas, ça va aggraver le traumatisme? Oui, alors on reprend notre genou. J'ai tapé une fois sur mon genou. Bon, ok, j'ai été tutorée, on m'a soigné, tout ça. Si je tape 100 fois sur mon genou, au bout d'un moment, mon genou, il va. C'est pour ça d'ailleurs que pour eux, pour le traumatiser, c'est la double peine, voire comme tu disais, la triple peine. Puisque comme ils vont faire des mauvais choix,
puisqu'ils vont savoir de cette impuissance existentielle, ils vont faire ce qu'on appelle des reproductions de schémas. Du coup, ils vont se recevoir encore leur propre trauma, enfin, je veux dire, ils deviennent leur propre bourreau. Même des fois, comment tu dis, le corps, ça peut devenir ton bourreau. Donc, ça va accentuer, évidemment, le traumatisme. C'est bien le problème. Et c'est encore une fois, on ne travaille pas sur le trauma, sur l'impact. Alors, notre boxeur, il va se prendre les coups sans jamais s'y préparer. D'accord. On a parlé tout à l'heure un petit peu, on l'a évoqué, mais ce serait bien qu'on précise encore un peu, tu sais, sur la problématique des personnes qui sont maltraitées et qui ont du mal à sortir des situations traumatogènes, comme on appelle. Parce que c'est quand même, des fois, on trouve ça tellement stupéfiant, on se dit, mais comment ça se fait que cette personne reste là, dans cette situation, elle ne bouge pas. Alors, ok, on a parlé un peu de sidération, tout ça, mais explique-nous quand même, parce que c'est vraiment un questionnement, ça, quand même. Alors là, c'est plus de la sidération, c'est la chimie du cerveau qui s'est modifiée. Alors, on sait que c'est pas durable et que ça reste toujours la plasticité neuronale, tout ça, on sait que c'est toujours réversible. Autant le trauma est non modifiable, autant le traumatisme l'est toujours. Sauf que là, on est dans un cas, quand la personne maltraitée reste dans les traumas en cours, le type 4, là, c'est sa chimie s'est déjà modifiée. En l'occurrence, on dit que son cerveau renonce à l'alerter, toujours pareil, notre amygdale, là, ça renonce à l'alerter parce que comme le trauma est en cours, ben, je ne veux pas vivre sous cortisol et sous noradrénaline, c'est trop dangereux pour mon physiologique. Donc, c'est comme si là, j'avais un loup là à côté de moi, mais que je me suis habituée à la présence du loup. C'est-à-dire mon cerveau, au début, il a eu très très peur, et puis petit à petit, il a cessé d'avoir peur, comme on peut avoir une dissociation somatique lorsqu'on reçoit des coups et véritablement ne plus avoir mal. C'est vrai, on n'a plus mal. Là, on finit par s'habituer au loup, et ça fait plus peur. C'est comme si la chimie s'était inversée. On a plus peur de, que le loup, de quitter le loup que de rester avec le loup. C'est-à-dire, c'est là qu'on en a tiré notre côté valeureux. Il y a un loup là, et regarde, ça ne me fait rien. T'as vu? Rien du tout. Par contre, si je m'en vais, je, qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Et ça, ce sont des schémas répétitifs. C'est-à-dire que je vais aller chercher le loup lorsqu'il n'y est plus, je vais aller en chercher un autre, inconsciemment, bien évidemment, pour me prouver que je suis capable de résister au loup. Ok. Alors, du coup, là, pour conclure, on pourrait dire que l'idée, ce serait vraiment de modifier cette balance en allant donc travailler la cause. Est-ce que tu peux nous briefer sur la manière dont on va le faire? Écoute, la prochaine vidéo va servir à montrer quels sont les facteurs de protection pour alléger le trauma et les facteurs de vulnérabilité. Pourquoi? Pour aider une personne et accompagner une personne dans son traitement du trauma et non pas lui dire sans arrêt de mettre des choses dans la balance qui feraient le poids. Alors peut-être qu'il y a des choses qui font le poids, hein, ça dépend du trauma. Mais en tout cas, si ça ne fait pas le poids, c'est que le trauma est grand. C'est tout simple en fait. C'est mathématique. Je veux que vous voyiez votre balance à sensation et à perception du monde et de vous-même et que vous sachiez si elle est à l'équilibre. Et non, je ne travaille pas là-dessus. Je travaille là-dessus. Comment, on le verra dans la prochaine vidéo. Très bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Valérie? Je pense que non. Très bien. Donc, les amis, on vous dit à bientôt dans la deuxième vidéo, donc pour avoir la suite. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Valérie. Au revoir, Marilyn. Où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie.